La puissance a cela de différent avec le pouvoir, qu'elle peut ou non se manifester, s'exprimer. Il y a une idée de potentialité dans la puissance que nous n'avons pas dans le pouvoir. La femme, effectivement, à mon sens, porte la possibilité d'une nouvelle société, d'une nouvelle voie. Elle représente l'altérité de l'humanité. Un homme puissant est un homme qui va chercher ses ressources intérieures propres. Le jour où femmes et hommes seront profondément coopérés ensemble, sans rechercher des jeux ni d'emprise ni de séduction, mais d'être dans un partage d'humanité, notre société sera de facto transformée. Aujourd'hui, les instances dirigeantes fonctionnent sur une modalité masculine. Souvent, on piétine des talents, beaucoup de souffrance aujourd'hui, beaucoup de turnover et beaucoup de burn-out. Bonjour, ça va? La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je veux des enfants ou pas? L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Solène Thomas est, comme on dit, chasseuse de tête. Entre l'emploi du mot chasse pour parler de recrutement et du mot tête pour parler de personnes, quelle drôle d'expression, vous ne trouvez pas? Solène se présente comme cueilleuse de talents. Dans cet échange, vous allez comprendre sa perception de la société actuelle et sa façon d'envisager notre société de demain à la recherche d'une complémentarité des rôles entre les femmes et les hommes. Elle est d'ailleurs aussi fondatrice de l'association Éclore, créée en 2015, un mouvement culturel d'humanité au travail, une communauté de professionnels en quête de sens. Éclore organise notamment les événements Debout Citoyenne. Lors de cet échange, nous abordons de façon très concrète et sans tabou la place des hommes et des femmes dans les entreprises, au sein des instances dirigeantes. Si nous souhaitons des relations plus harmonieuses, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les femmes et les hommes? Que devons-nous faire évoluer sur nos parts masculines et féminines pour des relations plus authentiques et de fait plus bénéfiques? Solène préfère parler d'entreprise responsable que d'entreprise à mission. Elle aborde les sujets d'émancipation et de déconstruction. Elle aime aussi à distinguer le pouvoir de la puissance. Un moment d'échange lumineux tout autant que son énergie tant intérieure qu'extérieure. Inspirez, expirez. Douce écoute. Bonjour Solène. Bonjour Caroline. C'est adorable de me recevoir dans ton nid douillet. Avec joie. Je t'ai rapporté le magazine que tu m'as prêté cet été, le hors-série de Philosophie Magazine, qui est sur la puissance des femmes, une autre histoire de la pensée. Je m'interrogeais sur ta définition de qu'est-ce qu'une femme puissante, Solène? Femme et puissante, déjà, c'est presque synonyme. La femme a cette capacité à créer, à porter dans son utérus et dans son ventre un enfant. Donc la femme porte cet archétype de la création, la capacité à enfanter. Alors enfanter un enfant, mais aussi enfanter des projets, enfanter un imaginaire. Donc la puissance est caractéristique, à mon sens, de la condition d'être femme au monde. Puissance se distingue de pouvoir. La puissance représente les ressources intérieures d'une personne, d'un collectif ou d'un État, qui peuvent se manifester ou non, là où le pouvoir est une capacité d'agir qui est reconnue par l'extérieur. Donc la puissance a cela de différent avec le pouvoir, qu'elle peut ou non se manifester, s'exprimer. Il y a une idée de potentialité dans la puissance que nous n'avons pas dans le pouvoir. La femme, effectivement, à mon sens, porte la possibilité d'une nouvelle société, d'une nouvelle voie. Elle représente l'altérité de l'humanité, une société déjà conçue, pensée par et pour des hommes. Et si on essayait autrement, et si on s'essayait à une voie autre, celle que pourraient initier les femmes? Et en effet miroir,
Pour toi, qu'est-ce qu'un homme puissant ? De la même manière, c'est un homme qui est connecté à ses ressources intérieures. La puissance caractérise tout être vivant connecté à des ressources intérieures. Être vivant et pas seulement d'ailleurs, parce qu'on peut parler de la puissance d'un pays. Un homme puissant est un homme qui va chercher ses ressources intérieures propres et qui très certainement sait aussi sortir de la construction de la virilité pour aller chercher une sensibilité, une intuition, aller chercher aussi sa polarité plus féminine. Alors la polarité féminine, c'est avec toi que j'ai découvert le terme polarité. Comment tu décris une polarité et comment tu peux nous illustrer ce qu'est pour toi une polarité féminine et une autre plus masculine ? À mon sens, la vie est générée par deux polarités, du moins, du plus, du 0 et du 1 en mathématiques. La lumière et l'ombre, il y a toujours deux polarités. C'est une pensée très taoïste. La polarité féminine de l'être humain correspond à notre être réceptif, qui réceptionne, qui reçoit, qui écoute, qui digère, qui est en gestation. Là où la polarité masculine de l'être humain correspond à l'extériorisation. Donc on n'est pas dans la réception, mais dans l'expression, l'action, saisir, prendre du pouvoir. Là, on est sur une polarité plus masculine. Homme comme femme, nous avons évidemment les deux polarités. Le féminin étant ce qui est plus en creux, plus intérieur, plus en réception. Je ne crois pas du tout en une essentialisation. On n'est pas, il n'y a pas une essence féminine comme il y aurait une essence masculine. En revanche, il y a bien une polarité qui s'exprime dans sa relation à l'autre polarité. C'est-à-dire qu'on sait reconnaître l'ombre parce qu'il y a de la lumière et vice-versa. Par exemple, dans la construction des genres, aujourd'hui, la douceur est plus une polarité féminine, plus il y a une capacité de réception versus une brutalité qui a été plus en lien avec un rapport masculin au monde, ce qui essentialise à nouveau pas les hommes et les femmes. Mais aujourd'hui, la rugosité, la frontalité s'exprime plus dans le masculin versus un féminin qui va plus s'exprimer dans l'écoute, le soin, la douceur. Est-ce que si je reformule en disant sans la connexion, la rencontre avec l'autre genre, nous ne pouvons pas comprendre et mettre des mots sur notre essence, qu'elle soit du sexe masculin ou du sexe féminin. Oui, alors je ne parlerai pas d'essence parce que je crois profondément en libre arbitre et en la possibilité qu'a l'être humain à se choisir. Mais en tout cas, on peut découvrir notre condition d'être femme au monde ou homme au monde eu égard l'autre, en regardant la communauté autre que la nôtre, l'appartenance autre. Donc effectivement, l'altérité permet de se reconnaître, permet de savoir ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, dans le creux, dans le miroir. Qu'est-ce qui se jouerait dans une harmonie entre le genre féminin et le genre masculin ? Une nouvelle société. Comme si finalement les rapports de domination qui caractérisent à ce jour les rapports femmes-hommes parlent d'un modèle de société qui s'inscrit dans des rapports de domination-soumission, d'exploitation de la nature, des femmes et des hommes au travail. Le jour où femmes et hommes seront profondément coopérés ensemble, sans rechercher des jeux ni d'emprise ni de séduction, mais d'être dans un partage d'humanité, notre société sera de facto transformée. Notre modèle de société, la société capitaliste, sera métamorphosée. Ça me donne envie de te lire un passage d'une interview de Victor Tuaillon dans le magazine Paulette, été 2021. On lui pose la question à Victoire: pour s'aimer complètement, il faudrait apprendre à déconstruire les genres. Elle répond: oui, parce qu'il nous faut être capable d'identifier ce qu'on ressent vraiment pour ouvrir de vrais dialogues, une vraie écoute de l'autre. Les hommes apprennent à faire semblant de ne pas comprendre ce que ressentent les autres, à ne pas s'intéresser aux sentiments, quand les femmes apprennent à faire semblant
qu'elles n'ont pas de désir propre, qu'elles donnent tout pour les autres et s'accommodent de ces sacrifices. Il n'y a pas d'authenticité relationnelle possible dans ce contexte-là. C'est pour ça que je vais jusqu'à dire que sans féminisme, l'amour n'existe pas. Il y a beaucoup de choses dans ce paragraphe sur quoi tu as envie de réagir. J'ai envie de réagir à l'imposture des deux genres aujourd'hui. Effectivement, je suis très en résonance. Dans les jeux de pouvoir que j'observe dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup d'impostures du côté des hommes comme du côté des femmes. Les hommes font semblant de ne pas avoir de subjectivité, de ne pas avoir d'émotion. Et les femmes, elles, sentent très bien leur vécu, mais font comme si elles étaient des hommes comme les autres, même pas mal. Donc dans les deux cas, ça parle d'une imposture qui est dramatique pour la condition d'humain. Les femmes ont à apprendre à prendre du pouvoir avec leur manière d'être au monde qui est singulière. Donc assumer des responsabilités, un leadership en accord avec une manière d'être plus réceptive, plus de réceptivité, plus d'intériorité. Et les hommes ont à aller conquérir cette intelligence émotionnelle et relationnelle dont ils sont pourvus bien évidemment, mais qu'ils n'assument pas. Donc il y a un même mouvement d'émancipation, de déconstruction, avec un travail un peu différent selon notre condition et notre genre. Je te propose de faire une petite pause tisane après cette première ouverture sur la notion de puissance masculine, féminine. Je t'invite à en choisir une. Elle aura peut-être un message pour toi. Tu nous diras lequel est inscrit. C'est des tisanes avec des mots. Je m'offre un bouquet de fleurs intérieures. Qu'est-ce que c'est beau et résonnant pour le mouvement Éclore que je porte. Et pour ce que tu viens de dire, pour ce que je viens de dire. Sur le féminin. Oui, le féminin, c'est ces couleurs et ces paysages intérieurs qui nous habitent et qu'il convient aujourd'hui d'oser exprimer. Oser peindre un monde qui ressemble à notre paysage intérieur. Sortir de la grisaille, de la morosité. Oser nos reliefs, nos couleurs, nos sensibilités. Moi, je crois infiniment en la puissance de transformation que nous offre le sensible, le délicat, le doux, tout ce qui est en creux. Je trouve que c'est très puissant. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, Caroline, d'éclore, du verbe éclore, qui est un verbe puissant. L'éclosion est le génie de la vie qui s'exprime dans l'éclosion, qui échappe à la mainmise de l'homme et qui donne vie et qui permet d'observer la splendeur d'une fleur qui donnera demain un fruit. Dans l'éclosion, il y a le miracle de la vie qui se donne à voir. C'est un acte extrêmement puissant, mais parce qu'il échappe à la logique mécanique, reproductiviste, une éclosion, on ne peut pas l'anticiper. On peut créer les conditions favorables à l'éclosion, mais on ne peut pas savoir à quelle date exactement la fleur va éclore ou ni à quelle date la femme va accoucher. Et donc tout ce travail qui se joue à l'intérieur, cette sensibilité qui agit à l'intérieur et qui un jour se rend manifeste à l'extérieur, ce point de passage de l'intérieur à l'extérieur qui passe par du féminin, me semble une manière de produire extrêmement différente. Elle a toujours eu lieu, les femmes ont toujours accouché, mais dans le monde du travail, nous n'intégrons pas cette production-là parce qu'elle invite à laisser la vie agir et être agie par elle. Et donc, il y a un endroit où on est dans l'aléatoire. Alors, éclore, tu vas nous dire en quelques mots ce que c'est, ce que ça a été quand ça a été créé en 2015, ce que ça sera peut-être demain. Pourquoi as-tu fait éclore, Solène ? Éclore, c'est un rêve inspiré. Donc d'abord, c'est pas un projet qui vient de ma tête. Je me suis laissée traverser lors de séminaires de méditation et c'est un grand cri de vie, un cri de joie.
ne succombe pas à la morosité, au conformisme. C'est une invitation à se connecter à notre être créateur et à inventer notre vie et la société dans laquelle nous voulons vivre ensemble et laisser à nos enfants. Donc c'est d'abord un rêve inspiré qui a donné lieu à la création d'une communauté, à l'animation, à la conception, à l'animation de nombreux événements. On en a fait plus de 300. Et aujourd'hui, l'enjeu pour nous est de créer des communautés également dans les territoires. On est très parisiens. Or, énormément de femmes et d'hommes ont besoin et envie de se connecter à des communautés pour rester en contact avec leurs rêves, avec leur sensibilité, avec le sacré de la vie. Donc, je vois éclore comme un grand jardin dans lequel on se ressource pour repartir dans nos vies respectives, fort de ce détour olfactif et continuer à croire en une autre humanité possible. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit Dixit, le jeu de cartes avec plein d'images sur ce que sera éclore. On essaye sur le futur d'éclore s'il y a une image. Donc, une carte, je t'invite à tirer une carte qui t'attire. Est-ce qu'elle va pouvoir nous donner des informations sur le futur d'éclore? Merci. Ouf. Alors, je vois un immeuble... Très intéressant. Un immeuble, c'est des cases en fait. C'est comme un casier avec des personnes plutôt anonymes qui travaillent chacune dans une cellule sombre, éclairée par une lumière artificielle. Donc ça, c'est une grosse boîte. Et sur la boîte, il y a un téléphone. Très intéressant. Je trouve que là, ça parle beaucoup de notre société. Tu vois la question qui est posée, c'est est-ce qu'on va répondre à l'appel, un appel plus grand, hein? Le téléphone est posé sur en fait ce grand casier et je ne saurais pas te dire si notre humanité va se sentir appelée et va se révéler et se réveiller. Je n'aspire pas avec éclore à imposer quoi que ce soit. J'aspire à créer les conditions d'un rassemblement humaniste pour peut-être un réveil, avec d'autres évidemment, avec d'autres initiatives, d'autres collectifs. Je crois qu'Éclore porte un message. Moi, je me sens porteuse en tout cas d'un message pour la société et je fais vivre des expériences qui reconnectent les participants à ce qui est vivant et vibrant en eux et entre eux. C'est des expériences de transformation collective. C'est un appel que moi j'ai ressenti, que nous sommes nombreux à ressentir, et on se rassemble dans Éclore et dans d'autres mouvements pour faire vivre ce rêve commun d'humanité. Est-ce que notre société va ouvrir les yeux? Est-ce qu'on va ouvrir les yeux, se connecter à notre cœur, honorer le sacré de la vie dont nous sommes porteurs, que nous portons en germe? Saurons-nous faire éclore ce sacré de la vie pour proposer des sociétés réellement émancipatrices, émancipatrices et émancipantes? Dans les deux cas, on parle d'aimant, aimant, aimer. Est-ce qu'on saura passer d'une société de la peur à une société d'amour? C'est intéressant cette carte aussi, je trouve, parce que tu sais, ça résonne par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure quand je disais que je commençais à saturer des visios où je me sentais plus en connexion avec le lien humain et tu m'as répondu moi, dès que je peux prendre mon téléphone, je préfère me concentrer sur la voix sans l'image plutôt que d'être en visio. Et je vois aussi ce téléphone, tu vois, au-dessus justement effectivement de cette boîte et de ce casier où chacun est en gros la tête dans son ordinateur et dans son mobile, comme peut-être le fait qu'Éclore est là effectivement pour lancer un appel au retour d'un lien entre toutes ces personnes isolées. Oui, parce qu'effectivement, ces personnes ne se regardent pas, elles ont la tête dans leur écran, elles sont dans des cases. Et ça correspond bien
a l'ambition d'éclore, qui est assez humble également, qui est de lancer un appel. On n'est pas là pour créer des dispositifs d'accompagnement. Pour notre cause, c'est ni l'emploi, ni le féminisme. C'est juste de rassembler celles et ceux qui ressentent cet appel pour qu'ensemble on puisse faire porter notre voix. Quand tu interviens en entreprise aujourd'hui, c'est à quelle occasion et comment ça se passe ? Pourquoi les gens viennent te chercher, Solène ? Déjà, ils viennent me chercher avec ma casquette de cueilleuse de talents. Donc, j'ai toujours une activité de recrutement de cadres dirigeants au potentiel que j'exerce dans une petite structure que j'ai créée. On est 2. Donc, on vient me chercher pour que je les accompagne dans des recrutements souvent stratégiques et qui exigent de la délicatesse. On est sur des nouveaux métiers, des nouvelles gouvernances, des enjeux de transformation, de la féminisation. Ça, c'est la première casquette. Ensuite, on vient aussi me chercher pour la casquette éclore. Et tout récemment, et je t'en parlais également, on m'a demandé de faire éclore un COMEX, un comité exécutif. Donc une instance dirigeante qui fonctionne, mais qui pourrait fonctionner mieux, dans un plus grand respect des différences, des sensibilités, des autorités respectives. Il y a aussi un changement de présidence. Et on me demande d'ouvrir cette instance dirigeante à un autre mode de fonctionnement. Et là, ça va chercher du féminin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les instances dirigeantes fonctionnent sur une modalité masculine, c'est-à-dire de production très concrète, où les yeux sont tournés vers l'extérieur exclusivement, sans prise en compte du vécu, de l'intériorité. Qu'est-ce qui se passe dans la structure, quels moyens on met en place pour atteindre ces résultats, peu importe les moyens. Et souvent, on piétine des talents, beaucoup de souffrance aujourd'hui, beaucoup de turnover et beaucoup de burn-out. En mettant plus de féminin dans les instances dirigeantes, les cultures d'entreprise vont se transformer pour être beaucoup plus écologiques pour les femmes et les hommes qui travaillent, mais également pour embrasser les responsabilités, embrasser les défis de notre époque et devenir des entreprises responsables. Je préfère d'ailleurs l'expression d'entreprise responsable à l'entreprise à mission. On peut être une entreprise à mission et très irresponsable. Un certain nombre d'entreprises à mission, de très belles causes, se donnent des ambitions fortes pour la société, mais à un endroit maltraitent l'humanité au travail. Donc je préfère la logique de responsabilité. La responsabilité implique dans les parents, il faut une figure paternelle et une figure maternelle. Donc on ne peut pas diriger des collectifs qu'avec une énergie masculine et encore moins quand elle est paternaliste. Donc comment on transforme ces instances dirigeantes en injectant du féminin, à savoir une capacité aussi, nos dirigeants, à écouter, à créer du lien, à prendre soin, pas n'avoir que les yeux rivés sur les objectifs financiers. Alors, ce qui va nous aider pour mettre plus de féminin dans les COMEX, c'est la loi qui, d'ici 2030, impose à toute entreprise de plus de 1000 personnes d'avoir 40% des instances dirigeantes composées de femmes. Si je reprends une phrase de Pierre Bourdieu qu'on trouve dans son ouvrage « La domination masculine » qu'il a écrit en 1997, il nous dit « La virilité est une notion éminemment relationnelle, construite contre la féminité dans une sorte de peur du féminin. » Pour mettre plus de féminin dans un COMEX, ça va évidemment aider d'avoir plus de femmes présentes. Comment ça peut se gérer par des hommes d'être plus en présence de féminin et qu'eux-mêmes se réinterrogent sur leur part masculin-féminin? C'est une très belle question. J'ai envie de raconter une anecdote du mois d'août qui éclaire en partie ta question. J'étais avec des amis, exclusivement des femmes, dans un festival de musique dans le Gers, très beau festival, domaine d'Escada. Nous étions une douzaine de femmes, des femmes qui, une grande partie d'entre elles ont participé à l'école des nouvelles femmes. Donc c'est tout un programme autour de l'émancipation et pour assumer son pouvoir au féminin. Et donc des femmes très avancées sur leur chemin, très accomplies, bien dans leur tête, dans leur cœur, dans leur corps. Des femmes puissantes.
Et un ami homme nous a rejoint dans ce festival qui peut être sur des codes quelquefois un peu du patriarcat, des rapports de séduction un peu classiques, ce qu'on connaît en fait. Un homme que j'apprécie beaucoup, mais il peut avoir quelques vieux réflexes. Et lorsqu'on s'est retrouvés à 12 autour d'une table et qu'il nous a rejoints, il a lancé quelques boutades qui n'étaient pas très bienvenues. On sentait qu'il cherchait à être dans des rapports de séduction, 12 femmes merveilleuses autour de la table, et ça marchait pas. Et à un moment, il s'est tourné vers moi, il m'a dit Solène, alors là, on se rend compte qu'avec ces femmes, on ne peut être qu'authentique. Parce que et il me dit, moi je sais pas faire là avec des femmes aussi puissantes, tu vois. Wow. Et donc effectivement, quand il y a un collectif avec un certain nombre de femmes qui ne singent pas les hommes et ne théâtralisent pas leur féminin, d'accord, qui sont des femmes en authenticité, assumant une certaine propension à l'intelligence émotionnelle et relationnelle, quand ces instances sont bien représentées en femmes puissantes, qui ne sont pas dans des jeux d'ego et de séduction, de fait, les hommes se positionnent différemment parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent se positionner autrement. Par contre, quand les femmes sont en grande minorité dans une instance dirigeante, vous avez une femme dans un comex de 10-12, elle peut rien faire. Il faut au moins un tiers de femmes puissantes, en authenticité. Ça transforme tout le collectif de direction. Dans le COMEX que tu vas potentiellement accompagner, est-ce qu'il y a ce tiers de femmes ? Il y a ce tiers de femmes. Je n'ai pas encore coaché ces femmes, donc il y a un enjeu, c'est savoir si ces femmes ont fait ce travail de déconstruction pour assumer leur leadership au féminin, assumer une parole très authentique, assumer d'exprimer des intuitions, des émotions. Je ne sais pas si elles ont fait ce travail, parce qu'évidemment, il ne suffit pas qu'il y ait le tiers de femmes. Un tiers de femmes authentiquement femme. Tu peux nous donner, pour qu'on soit certain, en t'écoutant, de bien comprendre, est-ce que tu peux nous décrire des comportements qui ne sont pas justement propices à ce que tu vises, à ce qui va être visé dans ce COMEX ? Si une femme se comporte de cette façon, on ne va pas dans la bonne direction. D'accord, c'est une question par la négation. Une femme qui n'ose pas exprimer sa vulnérabilité et qui singe les hommes. Moi aussi, je suis forte. Non, je... C'est ça, singer les hommes. C'est ça. C'est d'imiter. Et qui va sentir vulnérabilité, qui ne va pas oser sa vulnérabilité parce que ça ne se fait pas. Pour un homme, c'est encore plus dur d'oser sa vulnérabilité. Hein. Mais une femme, par l'histoire des femmes, et la perception que nous avons des femmes, c'est plus simple pour une femme d'oser une parole authentique et de mettre des émotions. C'est plus facile, ça sera plus accepté que pour un homme, parce qu'un homme, ça remet en cause sa virilité. Une femme, c'est plus accepté. Comme la femme, excuse-moi l'expression, elle en a chié pour arriver à un poste de pouvoir. Donc, quand elle y est, elle va pas commencer à jouer à la femme, qu'elle joue à l'homme. Et pour de vrai, on ne cherche à jouer ni à l'homme ni à la femme, mais à être humain, avec des responsabilités qui incombent plus aux femmes et d'autres qui incombent plus aux hommes. Et dans les responsabilités qui incombent aux femmes, notamment aux femmes qui sont à des postes de pouvoir, c'est chers amis, chères sœurs femmes à des postes de pouvoir, vous pouvez faire changer les comportements et les normes dans l'exercice du pouvoir en assumant une sensibilité que vous avez comme les hommes, mais que vous êtes plus aptes à exprimer. Pour avoir été dans quelques comités de direction, j'ai souvenir de moments où je me sentais gênée, embarrassée, et je ne savais pas comment réagir par rapport à une remarque d'un homme, qu'on dirait aujourd'hui une remarque sexiste. Quels sont tes conseils là-dessus ? D'abord de répondre. De pas laisser cette mauvaise blague ou cette remarque grossière, sexiste, sans réponse. J'ai vraiment appris, moi, à répondre sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, chaque fois que j'entendais quelque chose que je trouvais déplacé. Après, la réponse doit être adaptée à la remarque et au contexte. En tout cas, faut couper l'herbe sous le pied. Faut
pas laisser les choses sans réponse. Il faut aussi être en capacité de discerner l'intention. C'est-à-dire que moi, je suis pas pour un égalitarisme à tout crin. C'est-à-dire une remarque de gentleman, moi, ça me fait plaisir. Tu vois, donc je suis plutôt pour une complémentarité des rôles que vers une égalité stricte où il y aurait plus de différence. La nature crée des différences, la société en fait des inégalités, notre humanité doit en faire des complémentarités. Voilà. Mais effectivement, si le propos est déplacé, on doit répondre. Et là, c'est... alors, je sais pas si tu as un exemple précis en tête... pour illustrer notre propos ici, mais... J'en ai un. Une fois, je suis dans un comité de direction, il y a un sujet assez stratégique qui est mis sur la table, je donne mon avis, manifestement, l'avis n'est pas forcément partagé par le président, et quelques minutes après avoir fait complètement le tour de table, j'ai une remarque sur mon pull, il s'avère que j'ai un pull rose, mais indépendamment d'être rose, il y a des formes de cheveux, tu sais, c'est des pulls un peu Yeti, là, comme si t'avais... Et il me fait une remarque genre « Ah, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as mis ton pull de chienne de garde que tu es comme ça. » Sur le coup, j'ai pas su quoi répondre. J'ai dû faire un rire niais, tout le monde a rigolé. Je savais à peine ce que c'était chienne de garde. Donc ensuite, je me suis renseignée et j'ai lu, mais j'étais un peu... Je pense que, typiquement, je n'ai pas répondu. D'accord. Ouais, et là, face à une remarque comme ça, moi, je me dis, j'ai envie de répondre. Alors, ça dépend qui il est, mais oui, c'est parce que, c'est pas parce que t'as un caleçon avec, je sais pas, c'est pas parce que t'as ton caleçon de petit garçon que je t'autorise à me parler comme ça. Enfin, tu vois, où il y a une réponse quand même à formaliser. Après, faut avoir à l'esprit de répondre et quoi répondre. Souvent, on est un peu quoi face à ce genre de remarques. Mais si on n'a pas le trait d'esprit qui va bien, en revanche, on peut tout simplement répondre je ne t'autorise pas à me parler de cette manière. Et il y a quelque chose qui est vraiment important que j'ai identifié moi dans les comités de direction, les réunions, c'est quand on est une femme et quand on a une certaine sensibilité, on peut avoir du mal à trouver sa place. Et je trouve qu'il est important de mettre de l'autorité, donc d'aller chercher de l'autorité qui peut être un peu masculine, on y va un peu au forceps, quoi. On prend la place et une fois qu'on a pris sa place, on va chercher une parole plus sensible, plus délicate, on va chercher du masculin, on s'impose, et ça passe par un corps, une manière de se tenir, une intention une manière de poser la voix et tonalité, c'est le mot que je cherchais. Et ensuite, on amène les autres pour avoir du crédit, être écouté en fait. Et ensuite, on amène les autres sur un autre niveau, une autre manière d'être, plus intérieure et plus sensible. Et j'aime bien ce procédé consistant à prendre le pouvoir, et à ce moment-là, on peut un petit peu singer les hommes. Et une fois qu'on a pris ce pouvoir et qu'on est écouté, là, on peut aller chercher quelque chose de plus sensible. Moi, j'ai une petite anecdote à partager là-dessus. J'étais avec des clients, un dirigeant et sa DRH, des clients que je connais bien, et je sentais que l'échange était superficiel, que la relation était pas de qualité. Je me sentais pas bien. Et puis mon client parlait beaucoup. Je sentais qu'il était pas bien, et je me sentais mal dans cette réunion. J'ai stoppé la réunion. J'ai dit écoutez, je propose qu'on s'arrête. Là, je sens qu'il y a du non-dit. Je sens que c'est pas fluide. Moi, je me sens pas à l'aise. Je propose qu'on fasse une pause. Et après la pause, je les ai invités à 2 minutes de méditation et de partager ce qu'ils ressentaient. Et là, ce dirigeant a partagé qu'effectivement, il avait des problématiques très personnelles de divorce. Et il l'a déposé, sans rentrer forcément dans les détails, mais il l'a déposé. Et ça a vraiment transformé la réunion ensuite. Tu vois, donc il y a une forme d'autorité très très verticale, très masculine. Alors, stop. Et là, je prends le pouvoir. Ça, c'est du masculin. Et après, une invitation. Et là, on va chercher une énergie plus féminine. Donc, on a à savoir jouer avec les deux polarités.
Alors, en dehors du milieu des entreprises, j'ai envie de te faire réagir sur quelques actualités récentes. Donc là, il y en a 4 que j'ai écrites. Je t'invite à en tirer une au hasard. Oui. Je vais la lire parce que je ne suis pas sûre d'être lisible, Solency. Oui, tu as certainement entendu parler du planning familial et de la campagne de communication autour d'un visuel représentant 2 hommes. Mais en fait, le deuxième homme est une femme étant devenue homme et qui dit ce message: au planning familial, nous accueillons tout le monde, y compris les pères enceints. Et la question est, qu'est-ce que j'en pense ? Oui. On est dans une période de création de nouvelles marges dans les orientations sexuelles, dans les modalités de la parentalité. Beaucoup de choses se réinventent. Ce qui est certain, c'est que précédemment, il y avait 2 genres, point barre, et pour faire un enfant, c'était un homme, une femme. Aujourd'hui, on brouille les pistes. Il y a des non-binaires. Voilà, on n'est pas que dans le cisgenre. Il y a des femmes et des hommes qui se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. On parle d'identité pan aussi. Beaucoup de choses nouvelles émergent. Pour moi, c'est pas simple parce que je suis une femme qui aime les hommes. Je me reconnais dans les normes de société autour des couples. Donc, c'est des univers qui sont nouveaux pour moi également. Après, je reconnais la complexité du sujet et la nécessité d'accepter une réalité plurielle, plus complexe que ces normes binaires. Donc, j'accepte volontiers l'existence de nouvelles normes qui bousculent nos conceptions. J'ai beaucoup de mal à me positionner sur ce sujet précis. Je ne le connais pas. Je connais pas de personnes à qui c'est arrivé. Par contre, j'ai envie de lancer une invitation à être curieux et à accepter que des modalités tout à fait autres, tout à fait nouvelles apparaissent. Et échangeons, dialoguons, questionnons. Voilà. Donc je dirais, Annie, que je suis favorable ou défavorable. Et j'ai envie de dire, l'enjeu, c'est surtout pour les sujets qui vivent ça, les humains qui se reconnaissent dans d'autres normes. Échangeons avec eux, accompagnons-les et soyons heureux que chacune puisse s'inventer dans sa sexualité, dans sa parentalité. Sans crainte pour l'enfant, parce que ça, en revanche, c'est une conviction. Ce qui est nécessaire à l'éducation d'un enfant, c'est l'amour, avec des figures masculines et féminines. Mais un jour, ça sera peut-être pas un couple de parents hommes-femmes, mais toute une tribu, toute une communauté avec des femmes, des hommes, des grands-parents, des non-binaires. Voilà. Donc je crois que la question de la parentalité, il faut qu'on ouvre cette boîte de Pandore, parce qu'il y a vraiment des nouvelles modalités à inventer. Merci pour cette ouverture, Solène. Côté actualité, je t'ai amené 3 magazines. Dis-moi celui sur lequel tu as envie de réagir. Un Elle Magazine, Lorraine Vasseur, Ma force, c'est d'en donner aux autres. La leçon de vie d'une top engagée, c'est un mannequin qui a des prothèses à la place des jambes. Néon, les nouvelles masculinités, refus du culte de la performance, éloge de la bienveillance, réflexion sur la sexualité, les mecs font leur révolution. Ou le Histoire, les essentiels, les femmes d'exception de l'Antiquité au XXe siècle. Qu'est-ce qui te fait réagir ? Les femmes d'exception. Les femmes d'exception, ça me fait réagir. Alors, je pourrais réagir sur tout, mais ce dernier me fait réagir. Je vais vous faire quelques confidences. J'étais dans une instance auprès de la ministre de la Diversité qui avait rassemblé autour d'elle une quinzaine de femmes, essentiellement des femmes de pouvoir, des femmes à des postes clés dans les organisations et quelques influenceuses, dont moi. Et j'ai senti dans nos échanges un regard vraiment rivé sur l'enjeu de mettre plus de femmes au pouvoir, de casser le plafond de verre. Les femmes, il y a des femmes exceptionnelles autant que des hommes. Et en fait, ça m'a pas mal travaillé parce que moi, des femmes exceptionnelles,
j'en vois tous les jours, et à des fonctions ordinaires. Être mère et travailler, mère solo et travailler, pour moi, c'est être une femme exceptionnelle. Et en fait, ce culte de la personne où on voudrait qu'il y ait des héroïnes comme il y a des héros, je trouve que c'est très patriarcal, c'est très masculin en fait de célébrer la personne. Je trouve que ce que le féminin apporte, c'est de sortir de l'individualisme pour valoriser les relations, les écosystèmes. Et donc, bien sûr qu'il y a eu des femmes exceptionnelles, tout comme il y a eu des hommes exceptionnels, femmes, hommes d'exception, hier, aujourd'hui, demain, il y en aura. Oui, rendons visibles ces femmes exceptionnelles, mais surtout, arrêtons de chercher le rôle modèle à l'extérieur et célébrons celles et ceux qui, au quotidien, sont des héros, héroïnes ordinaires, en fait, du quotidien. Voilà. Et c'est vraiment ça le message qui m'anime. J'en avais parlé à la ministre de la Diversité, qui était Elisabeth Moreno à l'époque. J'avais suggéré d'organiser une journée du 8 mars autour des héroïnes du quotidien. Moi, je suis vraiment pleine d'admiration pour toutes ces femmes qui mènent leur barque, qui gèrent plein de vies en même temps. 3/4 des personnes en précarité sont des femmes. Quand il y a un accident de la route, c'est un truc intéressant aussi, quand il y a un accident de la route et que dans le couple, l'homme devient tétraplégique, 80% des femmes restent avec lui. Quand c'est la femme qui a un handicap suite à un accident, seulement 20% des hommes restent avec elle. Donc il y a un courage d'être femme et d'être au service, voilà, au quotidien. Et elles sont là, les femmes d'exception. Elles sont là. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais souhaité que je te pose, Solène ? À cette question, on se dit toujours « Oh là là, qu'est-ce que je peux dire d'intelligent ?» Ou est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Ouais, ce que j'ai envie de rajouter, c'est pas... Le message que je porte intimement, c'est qu'il y a une manière d'être au monde qui est plus féminine, qui sauvera l'humanité. Voilà. Si on reste sur un rapport masculin au monde, et non pas parce que les hommes sont mauvais, hein, c'est pas du tout mon propos en fait, mais les femmes et les hommes qui, ensemble, collectivement, se comportent selon le principe masculin d'être au monde, ça nous emmène dans le mur, en fait. On peut pas être toujours... Cette polarité, on l'a pas éclaircie, mais on pourrait l'éclaircir. Une polarité, c'est pas une essence. Une polarité, c'est un mode d'être. Et on est on ou off. Et il y a un mix des deux. C'est comme dans cette figure du taoïsme, ce yin-yang, il y a du yin dans le yang, du yang dans le yin. Les choses sont pas binaires. Mais il y a quand même deux modes d'être. Un mode qui est tourné vers l'extérieur et un mode qui vient de l'intérieur. Si on ne fait qu'expirer sans inspirer, on crève, on est à bout de souffle. Et notre système ne fait qu'expirer, produire, se reproduire, extraire. C'est du masculin. Si on veut changer notre société, on doit aller chercher cette polarité féminine. Et ça passe par des femmes qui vont chercher leur leadership féminin. Ça passe par des hommes qui laissent de l'espace aux femmes, notamment dans des postes de pouvoir. Ça passe par des hommes qui déconstruisent ce mythe de la virilité. Des femmes aussi qui arrêtent de chercher Superman, hein, parce que ce mythe de la virilité parle aussi des femmes. Donc il y a vraiment un gros enjeu de déconstruction mentale de nos schémas pour libérer les femmes et les hommes. Et puis il y a un enjeu de transformer notre système de production, de consommation, pour arrêter ce productivisme qui exténue tout le monde. Ça fait 4 heures que je suis en ta présence, Solène. Et ce que je ressens auprès de toi, c'est ça, c'est que j'inspire et j'expire en alternance. Il y a du masculin, il y a du féminin chez toi. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? On se sent bien ancré à notre place en ta présence. Merci. Merci Caroline. Est-ce que tu as une question à me poser si on inverse les rôles pour terminer ?
J'ai perçu que cette idée des polarités était peut-être nouvelle. En tout cas, on en a parlé pour la première fois ensemble il y a quelque temps. Est-ce que c'est clair pour toi et comment ça t'éclaire ? En fait, ça m'a éclairée parce que je pense que jusqu'à très récemment, j'étais ancrée dans ce qui était assigné par la nature, c'est-à-dire mon sexe féminin, et j'associais forcément à me dire je dois être 100% féminine. Donc je m'étais jamais imaginé que dans tout être humain, tu pouvais avoir du masculin et du féminin. Et en fait, ça m'a éclairée là-dessus, ça m'a peut-être même libérée, et pour moi, et pour la perception que je peux avoir d'autres personnes, et ça m'a apporté une richesse encore incroyable de toute cette vie que je peux encore mener, en ayant conscience de cela. Merci. Pour te remercier, je t'ai apporté un petit cadeau qui est dans cette pochette. Je te laisse ouvrir la pochette. Et il est spécialement pour toi, je pense. Une petite pochette verte. Et à l'intérieur, le cadeau. Qu'est-ce donc ? Du cœur à l'ouvrage. C'est une petite carte postale en papier recyclé, en noir et blanc, du cœur à l'ouvrage, avec un petit cœur et 2 hirondelles, je dirais. Ce sont des hirondelles. Merci, c'est une citation qui m'anime au quotidien, puisque la vocation d'Éclore, c'est vraiment remettre de l'humain et l'humain au cœur. Pas juste de l'humain au cœur du système, mais de l'humain connecté à son cœur. Et donc, ça me touche. Je vais l'afficher. Et tu pourras aussi faire quelque chose, parce qu'en fait, quand tu vas déposer le papier sur de la terre, dans un pot ou dans un petit jardin, tu vas recouvrir ça de 2 cm de terre, et derrière, ça va faire germer, puisqu'en fait, ce sont des petites graines à l'intérieur. Alors, je te souhaite de continuer ce bel ouvrage qui est Éclore, et je te dis à très bientôt. Merci Caroline. Merci Solène. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.